Enchanté, enchanté. Donc, c'est très ravi de vous rencontrer ici. Ça nous reste 1 minute à commencer. D'accord? OK, OK, OK. OK, c'est l'heure. Oui. OK, bonjour et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Voici Luc de Vision Médicale en Chine. C'est un grand plaisir de vous rencontrer ici. Et merci et bienvenue à tous les nouveaux et anciens amis à nous rejoindre pour le 36e webinaire mondial du Vision Dandelion College. Vision Dandelion College est une plateforme en ligne gratuite dans le but de partager le savoir-faire et les connaissances de pointe des applications d'échographie point of care avec des professionnels du monde entier et des médecins tels qu'en anesthésie loco-régionale, pain management et soins intensifs, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes très honorés d'inviter le professeur Ahmed Emin et Omni de Maroc en tant que conférencier pour partager sa précieuse expérience sur douleurs chroniques, techniques interventionnelles, état des lieux en 2022. En même temps, aussi, nous sommes très honorés d'inviter le docteur Mustapha Poutbauchit en tant que modérateur de notre webinaire. OK, soyez bienvenus, les amis. Soyez bienvenus. OK, donc, oui. OK, merci de nous rejoindre. Donc, pour aujourd'hui, le webinaire sera divisé en 2 sessions principales. OK? La première session sera le discours du professeur Ahmed Emin et la deuxième session sera pour la session de questions et réponses. D'accord? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et continuer à échanger avec les docteurs dans la session de questions et réponses. OK? Donc, maintenant, permettez-moi de vous faire une présentation pour notre webinaire, pour notre modérateur de webinaire. OK, Dr Mustapha Poutbauchit. OK, donc je vais partager mon écran. Voilà. OK, donc c'est ça, ce sera notre webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui. OK, donc deuxièmement, OK, je vais partager. Voilà. Moi, pour le docteur Mustapha Poutbauchit, il est le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, aussi le secrétaire général de l'Académie marocaine de la douleur et des soins palliatifs. Aussi, il a obtenu le diplôme universitaire en médecine de douleur de Montpellier, Nîmes, France. Okay. Aussi, il a eu de certificat de compétences en technique antalgique interventionnelle de Gulf Medical University en UAE. Aussi, il a obtenu le fellowship en médecine de la douleur interventionnelle New Delhi, Inde. Okay. Et actuellement, il exerce à la polyclinique internationale médicale 3D Agadir au Maroc. OK, soyez bienvenue, le docteur Mustapha. Merci, Luc. OK, donc je vous donne le temps pour une présentation pour le docteur, pour notre speaker. OK. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire international consacré à la douleur chronique. Merci à nos honorables assistances. Merci aux collègues qui nous ont rejoints. Voilà, donc comme vous connaissez aujourd'hui, la thématique, c'est la douleur chronique, qui est une maladie à part, reconnue comme telle, difficile à traiter, parce qu'elle est souvent multifactorielle et l'expérience nous a montré une insuffisance des traitements médicamenteux systémiques proposés jusque-là. C'est pour ça que les techniques interventionnelles se sont développées et qui permettent d'apporter des solutions aux patients. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un éminent orateur qui est le professeur Ahmed Emin Omri, qui est un ami aussi. Il est professeur de médecine physique et réadaptation fonctionnelle à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Il est président de l'Académie marocaine de la douleur et des soins palliatifs, dont je suis partie et dont je suis également secrétaire
général. Il est très présent sur la scène internationale. Il est président de la section Nord-Afrique de la WAPMU, de la World Academy of Pain Medicine and Ultrasonography. Il est président et le représentant pays en voie de développement de la World Federation of Neuro Rehabilitation, président de la commission médicale de la Fédération royale marocaine de sauvetage sportif, président de l'association humanitaire Indisport et développement. Il a un certificat de formation spécialisée en échographie musculo-squelettique. Donc, le professeur Ahmed Amin Omri va nous présenter dans les 3 quarts d'heure à venir sa conférence sur les techniques interventionnelles en douleur chronique et l'état de lieu en 2022. Sans trop tarder, je lui donne la parole pour nous présenter cette conférence. Et n'hésitez pas de mettre questions sur la chatbox dédiée à cet effet pour la session questions-réponses à la fin. À vous la parole, Ahmed Amin. Merci, Dr. Boutbouch, merci, cher ami. Et bonjour à toutes les personnes qui sont là pour assister à ce webinaire. Je tiens tout d'abord à te remercier Luc, à remercier à travers toi à la société Wisonic pour l'organisation de ce webinaire, mais aussi pour je dirais ce que vous faites dans la formation continue, notamment en tout ce qui est tout ce qui a trait à l'échographie interventionnelle, mais aussi à l'échographie diagnostique. Recording in progress. Je vous en remercie. Et bien sûr, je remercie Dr. Mustafa Boutbouch, qui est un éminent c'est un réanimateur anesthésiste, mais aussi c'est un éminent médecin de douleur interventionnel, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Et j'ai toujours le plaisir de l'avoir, je dirais, dans les conférences, mais aussi à travers nos échanges, notamment dans la vraie vie. Alors, aujourd'hui, on va essayer un petit peu de parler des actualités concernant la douleur, je dirais, tout ce qui est douleur chronique, mais on va surtout parler en général, de l'intérêt de l'échographie dans la douleur chronique. Donc, pour commencer mon intervention, on va commencer par la définition de la douleur, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. C'est une définition de l'International Association for the Study of Pain, l'Association internationale d'études de la douleur. C'est une définition qui datait de 1979 et qu'on devait un petit peu remettre à niveau. Et ça a été fait à travers une nouvelle définition qui a été, je dirais, validée en juillet 2020, où on a ajouté, on a gardé, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc, c'est une expérience sensorielle à travers ce qu'on sentait comme aspect nociceptif, émotionnel. On a intégré, bien sûr, la composante émotionnelle de la douleur, désagréable, associée, ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, ce qu'on a ajouté, prise en charge, et ça inclut que la douleur ressentie par le patient doit être prise en charge, notamment dans le processus antalgique, le processus de prise en charge de cette douleur qui va inclure non seulement les facteurs ou la composante médicamenteuse, la composante interventionnelle ou chirurgicale, mais aussi la composante émotionnelle, la composante psychologique, ce qu'on appelle la composante biopsychosociale de la douleur, donc qui reste un facteur très important, surtout quand on parle de douleur chronique. Alors, je vous rappelle un petit tableau qui résume un petit peu la différence entre la douleur chronique qu'on classe comme maladie, contrairement à la douleur aiguë qu'on classe comme symptôme. Alors, la douleur aiguë, elle est utile, protectrice, c'est un signal d'alarme qui va nous orienter vers telle ou telle pathologie pour essayer un petit peu de régler le problème. C'est notre
je dirais, corps, c'est notre qui va nous permettre d'avoir un signal d'alarme en cas d'urgence. Par contre, la douleur chronique, elle est inutile, elle est destructive et c'est une maladie à part entière. Donc, quand on parle de maladie, la prise en charge n'est pas la même par rapport à la douleur aiguë. La douleur aiguë, on peut faire une intervention ou traiter uniquement le symptôme et elle va disparaître. Par contre, la douleur chronique, c'est une maladie qui englobe tous les facteurs biopsychosociaux, mais aussi parfois, vous avez vu dans la définition, on n'arrive même plus à avoir le premier processus pathogène et on peut avoir une douleur chronique mémoire sans pour autant avoir une lésion patente. La durée, la douleur chronique est supérieure à 3 mois. Il y en a qui parlent de 6 mois. En général, on garde le chiffre de 3 mois. Elle est persistante et parfois, elle peut être séquelaire ou évolutive à une douleur aiguë. Donc, on peut avoir au début une douleur aiguë qui devient subaiguë et après, une douleur chronique. La composante affective de la douleur chronique, en général, on a une composante dépressive avec une auto-aggravation spontanée. Par rapport à la douleur aiguë, on peut avoir une composante plutôt anxieuse. Et l'attitude thérapeutique va être conditionnée par rapport à ces deux entités avec une attitude réadaptative, une approche périmodale, multidisciplinaire par rapport à la prise en charge de ces douleurs chroniques. Alors, la symptomatologie douloureuse, dans ce cadre de cette douleur, elle peut se modifier au cours du temps. Et c'est une notion qui est très importante parce que notre attitude thérapeutique doit prendre en considération les modifications, notamment de cette douleur, à travers le temps, mais aussi à travers cette modification, à travers la journée. On peut avoir quand même une douleur qui n'est pas constante, mais qui va s'exacerber en fonction de certaines situations, parfois en fonction de certaines positions, en fonction, il y a des facteurs aggravants, des facteurs déclenchants, mais surtout, il y a des facteurs calmants. Donc, il faut prendre en considération tous les facteurs qui vont constituer le noyau de cette douleur. Alors, comme vous voyez ce schéma, il y a la lésion qui est responsable de la douleur aiguë, donc c'est une cause unique, mais quand on va parler de douleur chronique, on va parler de lésion, mais surtout d'inactivité, de fatigue, d'insomnie, d'anxiété, de dépression, mais aussi de répercussions familiales ou socio-professionnelles. Donc, ça constitue ce qu'on appelle un syndrome douloureux chronique ou une maladie douloureuse chronique. Alors, l'antalgie interventionnelle, comment on va la définir? C'est la gestion interventionnelle de la douleur, c'est des procédures mini-invasives qui vont procurer un soulagement permanent à long terme de ces douleurs. Et c'est un procédé qui comble l'écart entre la prise en charge pharmacologique à travers la prise médicamenteuse, les perfusions, la prise d'opioïdes et les procédures opératoires ou les procédures chirurgicales. Donc, entre les deux, il y a l'antalgie interventionnelle qui actuellement constitue quand même, je dirais, un moyen qui est très intéressant dans la prise en charge de la douleur. Alors, les procédures interventionnelles vont comprendre, bien sûr, la mise en place d'aiguilles percutanées ou avec précision. Et il est à dire que les publications sont en plein essor. Et en 2000, à partir de, je dirais, 2018, 2019, 2020, 2021, il y a eu plus de 13 000 publications quand vous allez mettre en place, par exemple, sur PubMed, les publications qui sont relatées par Interventional Pain, par exemple, vous allez trouver 13 000 publications et ça veut dire qu'on est dans une approche, une spécialité qui est en plein essor et qui est nouvelle, récente et, j'imagine, va peut-être avoir un avenir, un futur qui est très prometteur par rapport à la prise en charge de la douleur. Alors, pourquoi l'antalgie interventionnelle? Pour surtout éviter les effets secondaires liés aux analgésiques, aux opioïdes. C'est une bonne alternative pour prévenir la crise des opioïdes, pour éviter la polymédication, surtout
chez la population âgée pour améliorer la fonction, pour plus de contrôle sur la prise en charge des patients et bien sûr le détournement des médicaments et le surdosage. Quand est-ce qu'on va indiquer l'antalgie interventionnelle pour la douleur chronique? C'est surtout en cas d'intolérance aux médicaments, contre-indication au refus de la chirurgie, réduction de la prise médicamenteuse. Donc, quand on veut réduire la prise médicamenteuse, notamment les opioïdes, là, à ce moment-là, il faut penser à l'antalgie interventionnelle comme traitement de premier choix, mais non seulement concernant la prise médicamenteuse, mais surtout, il y a une indication qui est très particulière, c'est améliorer la fonction. On ne va pas agir que sur l'amélioration de la douleur, parce que quand on va améliorer la prise en charge de ces douleurs d'une façon, je dirais, interventionnelle, on va améliorer systématiquement la fonction. Et une des indications importantes maintenant en réhabilitation, c'est l'amélioration de la fonction et l'amélioration de l'engagement en rééducation qui est très, très limité pour les patients douloureux. Alors, ça inclut, donc ça engendre l'amélioration de la qualité de vie. Et il faut savoir que quand vous allez proposer une technique interventionnelle, c'est surtout pour des douleurs chroniques, mais on parle de douleurs focalisées, donc une douleur focale, pas, je dirais, en cas de douleur multisite. Alors, les contre-indications, c'est le maladie psychiatrique coexistante, trouble de la crase. L'anticoagulation a été discutée pendant longtemps. Ce n'est pas une contre-indication absolue par rapport à l'antalgie interventionnelle. Et l'infection grave, l'infection active, l'immunosuppression, bien sûr, et le mauvais contrôle du diabète, si utilisation de corticostéroïdes. Alors, comment ça se passe par rapport à l'approche interventionnelle? Bien sûr, il faut faire un bon diagnostic. Quand on parle de diagnostic, ça inclut un entretien, mais surtout un examen clinique qui est minutieux pour nous permettre un petit peu d'évaluer le patient, d'évaluer là où on va mettre notre intervention et avoir un diagnostic précis. On peut s'aider, surtout dans les douleurs neuropathiques, par ce qu'on appelle les blocs anesthésiques, ou les blocs nerveux, et qui vont nous permettre, si efficacité du bloc, de décider ou non d'une intervention, notamment une radiofréquence ou une cryoablation. C'est le training, c'est qu'il faut toujours faire et refaire le geste et bien sûr, il y a une courbe d'apprentissage qui est très importante. Il y en a qui ont une facilité à faire les gestes avec la fluoroscopie, il y en a qui ont plus de facilité avec l'échographie, il y en a qui font les deux. Et il faut savoir que toujours la courbe d'apprentissage est nécessaire. En général, on parle d'une courbe d'apprentissage de 3 ans pour devenir expert, au moins dans une ou plusieurs procédés. L'équipement qui est nécessaire est l'approche multidisciplinaire. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs types d'interventions. Il y a les interventions écho-guidées, guidées par l'échographie, ou les interventions guidées par la fluoroscopie ou la C-arm. Alors, il y a plusieurs équipements requis, bien sûr. En cas d'échographie, il faut avoir quand même du matériel, des aiguilles qui vont avoir une exposition au rayonnement, contrairement à la fluoroscopie. On visualise mieux les tissus musculosquelettiques. Donc, on va visualiser mieux les tendons, les muscles, les ligaments, s'il y a un épanchement, s'il y a une lésion tissulaire, musculosquelettique, une lésion osseuse, cartilagineuse plus ou moins. Mais en général, il y a une meilleure visualisation des tissus musculosquelettiques. La visualisation instantanée de l'avancement de l'aiguille est très importante et elle va nous permettre de savoir exactement où on va mettre notre aiguille, exactement où on va mettre notre produit, où on va bloquer notre nerf. Bien sûr, la possibilité de visualiser le produit injecté, mais les limites, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, c'est opérateur dépendant. Donc, ça veut dire que il faut quand même certain apprentissage par rapport à cette technique et
il y a une difficulté chez les obèses, les structures profondes. Il y a aussi beaucoup d'artefacts, mais qui limitent, je dirais, en rien l'essor de l'échographie dans les techniques interventionnelles actuellement. Pardon. Alors, il y a plusieurs types de sondes. Il y a les images qui nous ont transmises par les sondes convexes, où, comme vous voyez, on va être orienté plus l'utilisation de ces sondes vers des structures profondes par rapport aux sondes linéaires qui vont nous permettre d'avoir une haute fréquence avec une image qui va nous orienter vers une structure superficielle. Alors, le rachis lombaire, les structures profondes, on peut utiliser les sondes convexes. Pour le rachis cervical et les zones superficielles, notamment genoux, les articulations superficielles, on peut genoux, épaules, coudes, poignets, par exemple, cheville. Vous pouvez utiliser la sonde linéaire. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sondes à raquettes ou golf. Donc, c'est des zones très limitées, des zones très superficielles avec une très haute fréquence. Bien sûr, les sondes convexes, c'est des sondes de basse fréquence qui vont permettre une pénétration profonde des tissus. Alors, je vais vous parler un peu de la radiofréquence. Donc, il y a des techniques interventionnelles. Il y a la radiofréquence qui fait partie de ces techniques interventionnelles qu'on parle assez souvent. C'est une méthode mini-invasive qui va impliquer la génération de courants alternatifs à une très haute fréquence, donc c'est entre 300 et 500 Hz, à partir d'un générateur. Donc, c'est un générateur qui va générer un courant à haute fréquence. Ce courant va traverser l'électrode et via la pointe de l'aiguille, on va cibler le nerf et on va avoir ce qu'on appelle je dirais une sorte de thermocoagulation ou une sorte de coagulation, je dirais une sorte d'inhibition ou d'ablation thermique de ce nerf. Donc, il y a, comme vous voyez ici, il y a plusieurs types, notamment les radiofréquences standards, mais aussi ce qu'on appelle le culte radiofréquence, donc avec un champ, comme vous voyez, qui est différent entre 4 mm pour la standard et 8 mm pour la culte radiofréquence. Donc, l'indication va bien sûr dépendre de la pathologie, dépendre du nerf à atteindre, mais aussi l'indication va aussi dépendre aussi de la possibilité de voir ou pas notre nerf. Donc, notamment la possibilité à travers l'échographe d'avoir la meilleure approche possible pour approcher le nerf. Et à ce moment-là, on peut choisir entre les deux. Vous avez la radiofréquence, bien sûr, on peut l'utiliser dans plusieurs indications actuellement. Et elle fait partie de l'arsenal thérapeutique de l'interventionnel dans le traitement de la douleur. Cet arsenal, bien sûr, il n'y a pas que la radiofréquence, il y a la cryoablation, il y a les blocs nerveux, il y a les infiltrations par par corticothérapie, et il y a aussi ce qu'on appelle les procédés avancés, notamment la neuromodulation, qui, bien sûr, si on n'a pas de résultat à travers ce qui est interventionnel. Alors, on va parler un petit peu de dernière avancée ou dernière recommandation par rapport à cette année. Donc, on va pas, je dirais, détailler toutes les procédures parce qu'il nous faut quand même des journées pour détailler toutes les procédures interventionnelles en échographie. Et on va commencer ici par un article qui est une revue de littérature qui est assez intéressante et très récente, date de 2022, qui parle des douleurs radiculaires, notamment les radiculopathies, ou pour les
je dirais, le traitement des lombo-sciatiques, des lomboradiculagies, et surtout, on parle de lésions radiculaires, lombaires ou sacrées. Alors, on voyait, il y avait quand même 1122 articles qui ont été référés. Et après avoir, je dirais, éliminé les duplicata, les full text, on a retenu 26 études qualitatives et quantitatives, donc c'est 26 synthèses, et qui vont parler de l'intérêt de la radiofréquence dans la prise en charge de ces douleurs radiculaires, notamment lombo-sacrées. Alors, vous voyez ici, il y a surtout des articles qui vont parler surtout de, je dirais, de cette douleur chronique, notamment au niveau c'est lombalgie, on parle de lombalgie, on parle aussi non seulement de lombalgie, mais on parle aussi de recommandations par rapport au genou, mais aussi de recommandations par rapport aux cervicalgies. Alors, à travers les recommandations, la radiofréquence dans la douleur chronique de l'épaule, par exemple, il y a les études qui montrent l'efficacité de la radiofréquence sur la capsule rétractile la radiofréquence est plus efficace que les traitements TMA pour réduire la douleur. Donc, avec quand même je dirais, des statistiques significatives, un P qui est 0,017. Et c'est une étude qui est très intéressante dans la mesure que la capsule rétractile reste, je dirais, un problème, non seulement pour le côté douloureux, mais aussi pour la prise en charge de la fonction, notamment de l'épaule, et l'utilisation de la radiofréquence, notamment le muscle suprascapulaire, le nerf suprascapulaire. Là, à ce moment-là, ils ont montré que la radiofréquence est très intéressante dans la prise en charge de cette douleur. Alors, pour les sacroiliaques, il semble être une option intéressante pour les douleurs chroniques sacroiliaques, en particulier quand les traitements conservateurs sont inefficaces, notamment les infiltrations, les blocs, et surtout si on veut mettre en place un programme fonctionnel. Là, à ce moment-là, la radiofréquence semble très intéressante par rapport à ces lésions de sacroiliaque. Et quand on parle de lésions sacroiliaques, douleurs chroniques sacroiliaques, on parle c'est des douleurs en général mécaniques sacroiliaques et qui sont vraiment très difficiles je dirais, de traitement. Alors, pour la radiofréquence dans la pathologie rachidienne, les preuves sont limitées. Alors, les preuves sont limitées par rapport à la dénervation en radiofréquence. On parle de soulagement à court terme des cervicalgies chroniques d'origine zygapophysaire ou articulaire postérieure, des douleurs de névralgie cervico-brachiale chronique, et c'est des preuves contradictoires d'efficacité par rapport aux douleurs articulaires postérieures lombaires. D'autres essais contrôlés, randomisés de haute qualité sont nécessaires, mais néanmoins, il y a des méta-analyses récentes qui semblent encourageantes, notamment il y a une méta-analyse récente doctonique, il y a une amélioration de la douleur à partir jusqu'à 12 mois par rapport à une dénervation de radiofréquence, et cette amélioration est significative par rapport au traitement témoin. Donc, il y a des méta-analyses qui sont très intéressantes, mais d'autres essais randomisés de haute qualité sont nécessaires pour prouver, je dirais, pour avoir des recommandations qui prouvent l'efficacité ou non d'une telle approche. Concernant le genou, c'est une articulation qui a bénéficié le plus je dirais, d'articles ou d'études par rapport à la radiofréquence. Les résultats sont encourageants, notamment bloc d'énergie géniculaire. Il y en a qui parlent aussi de bloc d'énergie SAFEN. Et bien sûr, après traitement
après échec de traitement conventionnel, on peut proposer la radiofréquence comme traitement alternative d'une gonarthrose. Donc, comme vous voyez ici, c'est une étude récente par rapport à l'utilisation du bloc du nerf géniculaire par rapport à la physiothérapie, par rapport à la rééducation. Et vous allez voir ici, par rapport à la douleur, on a presque les mêmes résultats, je dirais. Par rapport à la fonction, on a utilisé le WOMAC, mais ici, vous voyez, on a plus de résultats par rapport au test de 6 minutes, donc les capacités physiques. On a plus de résultats pour le bloc du nerf géniculé que par rapport à la rééducation. Donc, nos résultats, ils vont prouver une réduction de la douleur, une amélioration de la fonction. À travers, ils ont utilisé l'échelle visuelle simple et le WOMAC, mais on a une augmentation quand même de la capacité physique qui va rester jusqu'à 12 semaines après injection. Donc, c'est une étude qui montre un peu l'intérêt. On parle de bloc du nerf géniculaire, on parle aussi de la radiofréquence du nerf géniculaire. Alors, il y a d'autres indications, bien sûr, à l'utilisation de l'échographie interventionnelle, notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les épicondylites, ou la pathologie latérale du coude, ou bien la pathologie médiale du coude. C'est presque la même chose. Ce qu'on peut proposer, on peut proposer bien sûr au niveau tendineux l'utilisation de PRP, l'utilisation de plasma riche en plaquettes, de prolothérapie. En péritendineux, si on a un épanchement, on peut utiliser corticostéroïdes si on a un épanchement inflammatoire, mais aussi on peut utiliser d'autres procédés, notamment ce qu'on appelle le pénirage, par exemple tendineux. Mais si vous avez, par exemple, comme ici, une calcification, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les procédés d'aspiration éco-guidée et de trituration de la calcification. Et comme vous voyez ici, on voit très bien nos images par rapport, par exemple, au niveau du coude et au niveau des tendons. L'échographie reste le meilleur examen pour effectuer une approche interventionnelle. Alors, la pathologie nerveuse, on va parler un petit peu de la pathologie ulnaire, du nerf ulnaire, neuropathie ulnaire, syndrome du canal ulnaire ou cubital, avec, on voit ici, un gonflement au niveau focal, avec un aspect hypoéchogène, au niveau du site de piégeage, mais aussi, l'échographie va nous permettre de mettre en place un examen dynamique du coude. Alors, cet examen dynamique du coude, alors, il est très intéressant parce que il va nous permettre de savoir est-ce qu'on va avoir une luxation, notamment de ce nerf ulnaire, en dehors du tunnel ulnaire ou cubital, qui est très importante, qui va nous orienter vers une prise en charge peut-être chirurgicale ou pas. Donc, l'utilisation de l'échographie, dans ce cas, elle est primordiale. Ce qu'on peut avoir à travers l'échographie, on peut avoir aussi une augmentation de la section transversale du nerf. Si ça dépasse 10 mm carrés, c'est qu'on va dire qu'on a un syndrome quand même du nerf ulnaire. Il y a aussi le rapport de gonflement, donc qui, par exemple, 1,5 sur 1. Là, à ce moment-là, avant l'injection, avant l'échographie, on propose un EMG pour étayer le diagnostic. Mais des études récentes ont montré que, je dirais, l'échographie peut avoir un rôle qui est très important aussi dans le diagnostic du syndrome de canal carpien. Le nerf, généralement, est mesuré en section transversale. Alors, une zone normale située entre 10, je dirais 15 et 13, inférieure à 10, c'est un canal normal. Et si ça dépasse 13, donc là, à ce moment-là, on peut parler directement, 13 mm carrés, on peut parler directement de syndrome de canal carpien. Donc,
L'intérêt de l'utilisation de l'échographie, c'est que parfois, on n'a pas, je dirais, pour la suspicion de ce syndrome du canal carpien, on n'a que l'échographe qui reste un moyen qui est très efficace et qui peut nous orienter vers ce syndrome, mais aussi qui peut nous orienter aussi vers l'étiologie de ce syndrome du canal carpien, notamment la présence, par exemple, d'une artère intra-nerveuse ou la présence d'une anomalie dans le canal carpien qui est responsable de ce syndrome du canal carpien, ou bien l'augmentation du volume du ligament transverse carpien, par exemple. Là, à ce moment-là, on parle d'un diagnostic qui va être fait par échographie. Alors, cette image qui va vous montrer un petit peu la différence entre un canal qui est normal, un syndrome, comme vous voyez ici, du canal carpien, avec un nerf qui est aplati, qui est augmenté de volume, et qu'on voit sur la coupe longitudinale, vous avez une augmentation de volume du nerf, un gonflement, l'aspect poricogène, et surtout, comme vous voyez au niveau du canal, il y a cet aspect qui est gonflé par rapport au contrôle latéral. Alors, il y a une étude qui est très intéressante, qui est récente et très intéressante, qui va montrer un petit peu l'utilisation de l'échographie, des gestes échographiques pour traitement, dans le cadre du traitement du syndrome du canal carpien, par l'utilisation d'une aiguille 18 gauge qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une hydrodissection entre le ligament transverse du carpe et le nerf médian. Ils ont utilisé 1 millilitre de 2% mépivacaïne, 2 millilitres de dextrose, 50%, 1 millilitre de sérum physiologique, 1 millilitre de dexaméthasone. Donc, c'est un mélange qu'ils ont utilisé pour faire ce qu'on appelle une hydrodissection nerveuse au niveau du canal carpien, avec une étude qui a porté quand même sur 155 patients. C'est une étude qui est c'est un nombre assez conséquent, avec 36 patients ayant une atteinte bilatérale. L'âge, c'était en général 54 ans, plus ou moins 10 ans. Bien sûr, quand vous connaissez le syndrome du canal carpien, il y a plus une prédominance féminine par rapport aux hommes qui est respectée. Et la durée de douleur, c'est 50, en général 50 semaines. Donc, on parle là bien sûr de douleurs chroniques. Alors, les résultats étaient très intéressants, compte tenu qu'on a eu 86,2% de bons résultats à 6 mois. La définition de bons résultats dans cette étude, elle est définie par une diminution de la douleur de plus de 50%. Donc, vous pouvez imaginer qu'à 6 mois, ils ont eu de bons résultats. Il n'y a que 26 patients de 155 qui ont été référés à la chirurgie et il n'y a pas eu de complications lors de cette étude, notamment concernant ces techniques. Limite de cette étude, par contre, c'est que l'EMG n'a pas été fait en pré- ou post-geste et peut-être dans des études antérieures, on aura plus de, je dirais, de précision quant au résultat par rapport à l'EMG avant et après. Et peut-être on aura des études antérieures qui vont nous montrer l'utilité de cette technique qui est très simple. Et comme vous voyez, c'est juste l'utilisation d'une aiguille de 18 gauge avec un repérage échographique et ils arrivent à faire de l'hydrodissection, notamment au niveau entre le ligament transverse du carpe et le nerf médian. Alors, concernant l'utilisation de l'échographe de 60 articulaires postériocervicales pour 36 patients, une répartition, c'était surtout des C3, C4, C4, C5, et l'approche, ils ont parlé d'une approche latérale couplée à la fluoroscopie. Et il fallait étudier l'efficacité et la précision de l'échographie. C'est une étude qui est très intéressante pour voir est-ce qu'à travers l'échographie, on va être précis par rapport à la fluoroscopie. Donc, c'est des gestes qui ont été faits par des experts, donc avec une expertise qui dépasse 8 à 10 ans,
Donc, on a, comme vous voyez sur cette image, on a repéré les articulaires postérieurs avec une approche latérale, les articulaires postérieurs cervicales avec une approche latérale, et l'injection a été faite, bien sûr, en ayant une approche longitudinale avec notre aiguille qui apparaît sur cette image, qui va aller directement se positionner au niveau facétaire. Alors, la précision des injections éco-guidées des facettes cervicales a été quand même de 92 à 98% selon les critères utilisés, ces critères donc ont été confirmés par produit de contraste intra-articulaire. Donc, on a fait une injection par échographie et après, on a pris une image et les images ont été revues par d'autres personnes. Ce n'est pas les mêmes injecteurs qui lui ont confirmé ou pas que l'aiguille était en place. Donc, c'était un peu ça l'étude. Alors, donc, quand même, ce qu'on peut ressortir de cette étude récente, c'est que l'échographie, dans l'approche latérale, les injections des articulaires postérieurs cervicales, éco-guidées, l'échographie reste un examen de choix et va être un examen de futur, je dirais, pour l'élaboration de ces techniques. Bien sûr, actuellement, il faut avoir quand même une certaine expertise, mais surtout, il faut rester safe par rapport à l'utilisation, bien sûr, de l'échographie, mais il faut contrôler toujours par la fluoroscopie pour rester un petit peu en danger. L'utilisation aussi, bien sûr, au niveau de l'échographie non interventionnelle, c'est l'utilisation surtout pour ce qu'on appelle le bloc des nerfs intercostaux, où on peut même utiliser la radiofréquence ou la cryoablation au niveau de ces nerfs, et surtout dans le cadre des névralgies intercostales, qui sont bien sûr qu'on peut avoir dans les séquelles sonores ou une névralgie herpétique ou bien parfois une névralgie intercostale qui est due à une chirurgie thoracique. Donc là, comme vous voyez, l'intérieur de l'échographie qui va nous permettre quand même de guider notre aiguille directement dans l'espace intercostal et directement au contact du nerf intercostal. Pour l'Achille lombaire, l'utilisation d'échographie, bien sûr, est très intéressante et bien sûr, qui va nous permettre un petit peu de faire plusieurs gestes, notamment les articulaires postérieurs, les injections épidurales, les foraminales. Il faut obligatoirement, non seulement les faire par échographie, mais se aider par la fluoroscopie, bien sûr. Et sinon, au niveau des articulaires, notamment au niveau de l'articulation sacro-iliaque, par exemple, l'intérieur de l'échographie, il est très, très, très important. Et ici, on met un algorithme par rapport à quand on va faire une intervention au niveau du sacro-iliaque. Si il y a une douleur du sacro-iliaque qui est supérieure à 50-60%, on commence par le traitement médical. Si pas d'amélioration, là, comme vous voyez, on va continuer le traitement médical. Si pas d'amélioration, on passe au traitement interventionnel. Et bien sûr, il faut voir si à ce moment-là, le patient vraiment, et sinon, si le candidat et ou le patient est candidat à un traitement mini-invasif, ce qu'on appelle joint fusion ou la fusion de la sacro-iliaque. Donc, à retenir, on commence par le traitement médical, bien sûr, rééducation, thérapie manuelle. Après, si ça ne marche pas, on passe au traitement interventionnel. Si on répète le traitement interventionnel, on répète les injections, notamment
les injections, les blocs nerveux, les injections corticoïdes, les injections PRP. Et si prolothérapie aussi, si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, radiofréquence ou traitement mini-invasif par fusion articulaire, notamment au niveau de la sacroiliaque. Les injections péridurales par voie caudale, on en fait souvent dans le cas du traitement des radiculopathies, des embolies sciatiques. C'est un procédé qui est très facile à faire, notamment avec l'utilisation de l'échographie, qui va nous permettre un petit peu de voir le ligament sacro-coccygien, et on va mettre notre aiguille qu'on voit ici. On va juste dépasser le ligament sacro-coccygien et on va être directement dans l'espace épidural. C'est une injection épidurale par voie basse, ce qu'on appelle l'injection par hiatus sacro-coccygien. Alors, les limitations quand même de cette injection, c'est que la pointe d'aiguille ne peut pas être visualisée après avoir progressé dans l'espace épidural sacré, parce qu'il y a beaucoup d'artefacts osseux. Donc, vous ne pouvez pas visualiser très bien votre aiguille par rapport aux artefacts osseux. Et on peut avoir aussi des lésions, ce qu'on appelle les lésions durales ou intravasculaires, qui peuvent ne pas être visualisées. Le souci, c'est que le Doppler couleur est peu fiable et de mauvaise interprétation. Donc, vous pouvez faire une injection intravasculaire, je dirais, d'une façon très raisonnable. Et la fluoroscopie, quand même, elle est recommandée pour réévaluer le placement d'aiguille et, bien sûr, pour voir si vous avez une lésion vasculaire ou pas. Alors, qu'est-ce que dit la Cochrane librairie par rapport à ces injections épidurales? Alors, on parle de réduction probable et légère des radiculagies et de l'impotence fonctionnelle après injection de corticostéroïdes. Complications, les effets indésirables sont minimes, il y a un faible effet antalgique et surtout, la qualité des preuves sont de très faibles à modérées. Donc, on a une qualité de preuve qui est quand même assez faible à modérée dans tout ce qui est injection épidurale par voie basse ou par voie haute aussi. Donc, d'où la préconisation de la non-utilisation peut-être des corticostéroïdes, et on pense actuellement à utiliser par exemple d'autres procédés, notamment il y a des études qui montrent l'utilisation de PRP, il y a des études qui montrent l'utilisation carrément que du sérum physiologique dans ces injections, il y a des études qui montrent l'utilisation de la prolothérapie, notamment le dextrose, et il y a aussi des études, on va voir, qui montrent l'utilisation des cellules souches dans le traitement des lombalgies, mais aussi des lombalgies sciatiques. Donc, il y a des études qui sont récentes, qui sont très intéressantes. Donc, on va essayer un petit peu de substituer les corticostéroïdes par d'autres procédés, notamment l'utilisation de cellules souches, mais qui restent en cours d'étude. En conclusion, les techniques d'antalgie interventionnelle doivent être intégrées probablement de façon précoce dans la prise en charge des douleurs aiguës chroniques, avec une stratégie, je dirais, multimodale, une approche surtout biopsychosociale. Quand on parle d'approche biopsychosociale, c'est que l'antalgie interventionnelle, le geste en lui-même n'est pas suffisant. Il doit s'intégrer dans une prise en charge globale, notamment une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale, mais aussi une prise en charge des facteurs inhérents à la survenue de cette douleur chronique qu'il faut bien sûr chercher dans le cadre. Il y a les techniques interventionnelles, il y a tout ce qui est pharmacologique, la chirurgie, il y a la rééducation, il y a les techniques de psychothérapie, l'hypnose. Il y a toute une panoplie d'interventions qui vont nous permettre d'avoir une résolution de cette douleur et surtout rechercher un petit peu l'amélioration de la fonction. Il faut bien sûr observer les règles de sécurité pour le patient
et insister sur le fait que ces techniques interventionnelles surviennent surtout après un apprentissage et un entraînement qui va prendre des années et surtout, je dirais, c'est un apprentissage à vie parce que les techniques interventionnelles, ils vont, je dirais, se développer au fil des années. C'est une spécialité qui se développe et l'utilisation de l'échographie, elle est très primordiale par rapport à ces techniques interventionnelles. Donc, merci pour votre attention et I see what the mind knows, c'est qu'il faut connaître peut-être très bien son anatomie et savoir ce qu'on doit rechercher avant de faire une intervention, avant de proposer une intervention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Amine, pour d'avoir respecté le temps imparti. Merci. On a le temps, c'est une excellente présentation, comme d'habitude. On a le temps pour les questions, pour l'échange. N'hésitez pas, donc on a des questions qui arrivent. N'hésitez pas de poser vos questions dans la chat box dédiée à cet effet. Voilà, donc on a quelques questions. Mais avant de passer aux questions des spectateurs, j'ai un petit commentaire. C'est par rapport aux techniques interventionnelles, parce que tout le monde est séduit par ces techniques interventionnelles. Maintenant, il faut être précis, bien évidemment, d'où l'apport de l'échographie et de la fluoroscopie, comme vous l'avez mentionné. Et ces interventions doivent être généralement faites assez précocement, je dirais, assez précocement, parce que la douleur chronique, c'est quelque chose de très complexe. Il y a des facteurs qui interviennent, notamment le facteur psychologique, la centralisation de la douleur qui devient… donc maintenant, on parle de ce qu'on appelle la douleur nociplastique, ça veut dire une empreinte centrale de la douleur dans le cerveau, et donc les procédures interventionnelles, probablement, c'est l'une des causes d'échec des procédures. Maintenant, précocement, ça veut dire quoi précocement? Est-ce que tu peux nous dire précocement? Parce que là, on dit généralement qu'il faut un traitement conservateur, d'accord? Traitement conservateur qui inclut les médicaments, la physiothérapie. Donc là, on se positionne où? Quand est-ce qu'on choisit de faire telle ou telle procédure par rapport au traitement conservateur? La physiothérapie, tu es le mieux placé pour nous expliquer un petit peu ce que c'est, qui sont les grands principes pour la physiothérapie en matière de douleur chronique. Alors, merci pour la question, mais c'est vrai, c'est une discussion qui est assez importante. C'est quand on va proposer un geste. Et c'est un problème qu'on vit tous les jours. Et j'imagine que c'est un problème qui est international parce que jusqu'à présent, il y a plusieurs recommandations, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de recommandations qui vont vous dire à tel ou tel moment, on peut proposer telle ou telle intervention, puisque vraiment les études affluent. Et jusqu'à présent, on est en train de voir si on propose un geste au tout début, ça veut dire avant, il y en a qui proposent carrément un geste avant de commencer carrément la rééducation ou avant de commencer le traitement médical. Il y en a qui proposent le geste après. Quand on parle par exemple de douleur chronique, en général, on reçoit les patients qui ont eu bien sûr plusieurs traitements, qui ont eu de la rééducation, mais après rien ne marche et après on nous propose par exemple voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients. Mais l'idéal, c'est quand on parle maintenant de douleur chronique, l'idéal peut-être, il y a des études qui parlent de l'intérêt de faire des gestes interventionnels pour prévenir la survenue de douleurs chroniques. Parce que, comme vous voyez, il y a biopsychosociaux, c'est pour ça que j'ai insisté sur les facteurs biopsychosociaux. Si vous avez des patients chez qui ils font, je dirais, une douleur et vous voyez que quand vous, par exemple, on va voir un patient après, par exemple, une lombalgie ou une lombo-sciatique qui persiste après un mois et demi, on n'est pas encore dans la phase de douleur chronique. Là, à ce moment-là, peut-être en prévention à la survenue de douleur chronique, on peut proposer un geste. Bien sûr, si
il y a des facteurs psychosociaux qui peuvent être aggravants. Ça veut dire que vous trouvez que sur votre échelle d'HAD, par exemple, il y a une suspicion d'une composante dépressive, une composante anxieuse. Il y a des facteurs familiaux qui peuvent vous orienter vers une chronitisation. Là, à ce moment-là, il faut proposer peut-être un geste. Pour ce qui est de la rééducation, alors bien sûr, la rééducation, elle est toujours préconisée dans toutes les étapes de la prise en charge, notamment la prise en charge, je dirais, des douleurs musculo-squelettiques. Donc, à ce moment-là, la rééducation, elle a tout son rôle, notamment, il y a des techniques, ce qu'on appelle de physiothérapie ontalgique, et actuellement, on nous propose beaucoup de techniques, notamment l'utilisation de plusieurs machines, de la radiofréquence, du laser, des ondes de choc, donc vous avez toute une panoplie. Bien sûr qu'il va trouver son rôle dans la prise en charge de la douleur sur toutes les étapes, notamment quand on parle d'intervention, de traitement interventionnel, il faut toujours peut-être le coupler avec un traitement rééducatif. Donc, c'est en premier lieu. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'il y a le traitement interventionnel va être proposé pour améliorer la fonction. Donc, ça veut dire qu'il y a des patients, par exemple, là j'ai parlé de capsule rétractile, mais qu'on arrive, par exemple, on propose un traitement interventionnel. Le but, c'est bien sûr de diminuer la douleur, mais surtout de permettre une rééducation pour reprendre la fonction, par exemple, de l'épaule. Donc là, il y a plusieurs indications et j'imagine dans le futur, on va trouver encore d'autres indications parce que c'est une spécialité qui est en plein essor et qui va se développer petit à petit. Voilà. Merci. Donc, dans le même ordre d'idées, il y a des questions de Madame Sabrina. Est-ce que vous pratiquez les arthrodistensions ou les infiltrations corticoïdes dans la capsule rétractile? La question, est-ce que vous pratiquez les arthrodistensions ou bien les infiltrations corticoïdes dans la capsule rétractile? Dans le capsule rétractile, oui, c'est surtout une arthrodistension parce que les infiltrations simples ne vont pas permettre de gérer une capsule rétractile, mais souvent, il faut quand même une arthrodistension. Et l'intérêt de l'utilisation aussi des blocs nerveux, notamment avant de faire une arthrodistension, ils sont très nécessaires. Donc, on peut coupler aussi blocs nerveux qu'arthrodistension. C'est des techniques qui ont prouvé leur efficacité. Et bien sûr, il faut proposer une rééducation immédiate, je dirais dans les 30 minutes, pour le patient un programme rééducatif après. Donc, une autre question. Quelles sont les techniques interventionnelles pratiquées au Maroc pour la douleur chronique et par quels spécialistes peuvent-elles être pratiquées? Les techniques interventionnelles pratiquées au Maroc, je te retourne la question. Docteur qui le pratique aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de techniques, je dirais, dans plusieurs spécialités, mais qui le font séparément. Donc, je dirais, ça dépend de la spécialité. Il y en a, bien sûr, il y en a qui font toutes les techniques, comme Dr. Bouchbulcht. Donc, et il y en a qui font, ça dépend des spécialités, j'imagine, les orthopédistes, les rhumatos, ils vont faire plus d'infiltration. Il y a les anesthésistes, réanimateurs, ils vont faire plus je dirais, d'incision corrégionale, notamment de blocs nerveux et de prise en charge périopératoire. Il y a des médecins physiques qui vont faire plus Et au Maroc, je pense qu'il ne se fait pas, je dirais. On peut parler de ce qui ne se fait pas plus de ce qui se fait, parce que je pense qu'on a maintenant tous les moyens de tout faire. Et je pense la cryoablation, je ne sais pas est-ce que ça se fait pas encore, la cryoablation. La radiofréquence bientôt. Donc, sinon, voilà, je dirais, si tu peux me dire autant. Donc, dans
dans la pratique quotidienne. Et comme tu as dit, Amine, tous les spécialistes peuvent faire des gestes à condition d'être formés, parce que la chose la plus primordiale, c'est la sécurité du patient. Il ne faut pas mettre des aiguilles n'importe où, il faut faire un diagnostic pour lesquels on est confident, qu'on maîtrise, pour éviter les complications, parce que ce sont quand même des gestes mini-invasifs, ce ne sont pas complètement non-invasifs, c'est mini-invasifs, qui peuvent être sujets à des complications. Donc, il faut pratiquer les gestes lesquels on est formé, et bien évidemment, quel spécialiste, tout spécialiste qui est formé dans une technique peut faire cette technique, à condition d'en faire le diagnostic. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à discuter les patients, à discuter les cas avec les collègues de d'autres spécialités, échanger, proposer des techniques, staffer des patients, pour comme ça, on est plus précis et plus efficace pour le patient. Ouais. Donc, quelles techniques pratiquées? Généralement, du plus simple au plus compliqué, ce sont les infiltrations, comme tu as dit, les blocs nerveux, les injections intra-articulaires, les injections péritendineuses ou intratendineuses, la médecine régénérative maintenant qui commence à se pratiquer, notamment la PRP, la prolothérapie. Et si le souche, on est un peu loin, il y a quelques centres qui font des cellules souches, mais c'est pas encore généralisé. La radiofréquence, bientôt, il arrive. La cryo aussi, ça va arriver. D'autres techniques comme la plastie, les procédures intradiscales. Je ne sais pas si on a des personnes qui le font, mais je ne pense pas. Non, je pense pas. Il a une large panoplie de techniques interventionnelles qui peuvent être faites, qui peuvent être proposées aux patients. Chez nous, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on passe à d'autres questions. Quel produit utiliser pour les blocs nerveux périphériques? Exemple, nerf suprascapulaire dans la capsule. La capsulite. Dans la capsulite, donc ça dépend. C'est une question, je dirais, pour toi, Dr Mustafa, mais je me permets quand même de préciser que le produit utilisé, ce qu'on utilise nous, moi j'utilise de la lidocaïne. Pourquoi? Parce que c'est rapide. J'ai pas besoin d'un temps très, très important. Par contre, vous pouvez utiliser la marcaïne. Comme, Alors, la capsulite rétractile, comme tu as bien précisé, le traitement, le gold standard, c'est l'arthrodistension. attention. Voilà. Maintenant, le bloc suprascapulaire, son intérêt, de faciliter l'injection si on veut faire l'arthrodistension, parce que des fois, elle peut être douloureuse. Deux, il permet de faciliter la rééducation. Maintenant, le bloc suprascapulaire, maintenant, pour avoir une efficacité plus ou moins prolongée, idéalement, il faut utiliser un anesthésique local de longue durée d'action. Pour avoir une meilleure. Maintenant, c'est pour le bloc. Parce que la radiofréquence, vous avez parlé tout à l'heure de la radiofréquence dans l'épaule. Une fois les mesures conservatrices, les injections intra-articulaires, les arthrodistensions ont échoué, que le patient garde toujours la raideur et la douleur, généralement, c'est la radiofréquence. Alors, jamais de radiofréquence sur le nerf suprascapulaire. On met de la radiofréquence sur les branches articulaires du nerf suprascapulaire. Ouais. Donc, jamais de radiofréquence parce que c'est un nerf mixte, aussi bien moteur que sensitif. Si on applique la radiofréquence sur un nerf mixte, l'objectif, c'est de soulager la douleur, mais aussi reprendre la fonction. Voilà. Donc pour les blocs nerveux, par rapport à la question, vous utilisez ce que vous avez. Parce que l'idée, c'est un bloc. Ça veut dire que l'idéal, c'est voilà, si vous avez de la lidocaïne, vous utilisez de la lidocaïne, sachant que ça va vous couvrir 1 heure, au maximum 2 heures peut-être. Mais l'idéal pour le bloc, c'est l'indication. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le bloc?
Est-ce que vous voulez couvrir, par exemple, toute la durée de la radiodistension là, à ce moment-là, bon, ou bien vous voulez avoir, par exemple, un bloc pour 12 heures, pour 24 heures. Donc, vous avez toute la panoplie des anesthésiques locaux, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Comme ça, vous allez déjà rendre service aux patients. Donc, il y a une question ici dans la discussion. Pour la radiofréquence lombaire, les repères sont connus. Quels sont celles préconisées pour l'échographie? Est-ce qu'on peut préconiser en 2022 l'échographie pour faire de la radiofréquence à l'étage lombaire? J'ai la L'étage réponse. lombaire. Alors, à l'étage lombaire, est-ce qu'on peut préconiser la radiofréquence pour faire de la radiofréquence à l'étage lombaire? Moi, à mon avis, on peut toujours préconiser l'échographie, mais, je dirais mais pour le repérage, mais bien sûr, il faut toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, garder quand même un œil sur la fluoroscopie, parce que le problème, c'est un problème médico-légal aussi. Il faut le dire, c'est qu'il faut garder des preuves que vous êtes au bon endroit. Vous pouvez bien sûr repérer, je dirais, faire un bloc avec l'échographie, il n'y a pas de souci. Mais pour la radiofréquence, moi, je préfère quand même, vous allez repérer par votre échographe, mais il faut toujours vérifier par la scopie. Donc, c'est médico-légal et je pense que je ne sais pas, dans un futur peut-être proche, est-ce que ça va changer? Peut-être avec les nouveaux échographes, peut-être probablement ça va changer. Alors, d'abord, pour la radiofréquence, jamais de radiofréquence à la première consultation ou à la deuxième consultation. Oui. Toujours faire un bloc diagnostique. Être sûr que notre procédure de radiofréquence va marcher. Parce que si, premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, si jamais on n'est pas précis, on risque de faire des lésions aux patients, des lésions inutiles. Et si jamais le patient se complique, c'est une autre histoire. Maintenant, pour faire un bloc diagnostique à l'étage lombaire, oui, l'échographie est utile parce que où on va faire le bloc? Généralement, on fait pour la branche médiane du rameau dorsal. Voilà. On peut le faire sous échographie sans problème. On est épargné des rayons X. On est précis pour le bloc. Également, pour l'injection intrafacétaire, il n'y a pas de problème. On peut le faire sous échographie. Mais pour la radiofréquence, on est obligé d'utiliser le guidage par amplification de brillance. C'est le seul moyen dans ce cas-là. Une autre question, pourquoi les patients qui ont un syndrome du canal carpien, pourquoi on peut avoir une image échographique qui ressemble à une souffrance du nerf médian au niveau du canal carpien alors que le patient n'a pas de symptômes? En général, si le patient, ma question, je vais la retourner. Si le patient n'a pas de symptômes, pourquoi on va aller chercher une lésion? C'est ça la grande question. En général, on cherche s'il y a un symptôme. En général, c'est si il y a pas de symptômes, bon, à ce moment-là, on ne parle pas de lésion, on ne parle pas d'anomalie, il ne faut pas aller chercher. Mais s'il y a, par exemple, une symptomatologie, comment vous allez dire qu'il y a une différence entre telle ou telle lésion? C'est qu'il faut être comparatif. Donc, toujours comparer les deux côtés, droite et gauche, pour pouvoir dire qu'il y a une anomalie ou pas. Donc c'est un peu ça l'idée. Et surtout, on utilise l'échographie. Pourquoi? Pour essayer un petit peu de trouver une étiologie ou de confirmer le diagnostic du syndrome canal carpien, trouver une étiologie qui peut apparaître. Parce qu'il y a beaucoup d'étiologies qu'on va diagnostiquer à travers l'échographie, mais pas à travers telle compression ou bien il n'y a rien, il y a une neuropathie. Donc ça, c'est l'utilité ou l'utilisation de l'échographie, c'est surtout dans un but diagnostique, mais surtout thérapeutique aussi. Donc, si on n'a pas de lésion, en général, on ne cherche pas. D'accord? Mais s'il y a une lésion, il ne faut pas oublier d'être comparatif parce que souvent, on peut être dupé par rapport à ce nerf médian qui paraît très simple, mais qui
chaque jour nous révèle un peu beaucoup de secrets par rapport, parfois vous allez trouver qu'il y a des irrégularités, par exemple, un gonflement, et que vous n'allez pas trouver ailleurs. Mais si vous ne faites pas un examen bilatéral, vous n'allez pas pouvoir faire un diagnostic. Une autre question. En matière d'algodystrophie, dans l'exemple du syndrome épaule-main, quel bloc utiliser? Est-ce que le bloc stellaire est toujours recommandé? Oui, ben, le bloc stellaire, oui, il est recommandé. Je dirais, le bloc stellaire, il est recommandé, toujours recommandé, effectivement. Le bloc stellaire, il est toujours recommandé, bien sûr, si vous pouvez le faire. C'est un bloc qui est recommandé, mais bien sûr, il y a d'autres blocs, d'autres alternatives que vous pouvez faire. Vous pouvez imaginer que si vous pouvez faire un bloc stellaire, c'est bon. Et moi, j'ajouterais même, vous faites un bloc stellaire plus une double infiltration au niveau articulaire cléno-huméral et au niveau du canal carpien. Il y a des études qui montrent un peu l'intérêt de coupler un peu tout ça. Parce que le problème de l'algodystrophie, c'est un vrai problème. Il n'y a pas une technique qui va vous dire si vous faites un bloc stellaire, ça va disparaître. Non, il n'y a pas ça. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez tenter bien sûr votre bloc stellaire, vous pouvez faire des infiltrations, vous pouvez faire notamment, il y a d'autres blocs qui sont faits, mais le gold standard peut-être c'est le bloc stellaire. En fait, ça dépend du stade de l'algodystrophie. Si en cas du stade où il y a beaucoup de phénomènes inflammatoires, beaucoup de phénomènes sympathiques, là, c'est le bloc sympathique. Ce sont les blocs sympathiques, en l'occurrence le bloc stellaire ici, qui sont efficaces. En cas de raideur, le bloc stellaire va avoir une efficacité limitée parce que là, il faut faire des blocs nerveux périphériques, voire aller faire de façon itérative, c'est-à-dire en plusieurs séances, pour permettre aux patients de bénéficier des séances de rééducation. Parce que comment ça se passe en algodystrophie? Le patient est envoyé en rééducation. Le kiné ne peut pas travailler parce que le patient est très algique. Il se contente de faire une petite électrostimulation, des ultrasons, etc., l'infrarouge. Ça ne marche pas comme ça. Normalement, il faut mobiliser les articulations. Pour mobiliser les articulations, il faut bloquer le signal douloureux. Le seul moyen dans ce cas, ce sont les blocs nerveux périphériques de façon itérative. Quand le patient vient frais, avec des manifestations inflammatoires sympathiques, là, le bloc stellaire a toujours sa place. C'est pour ça qu'il faut le faire très précocement. Et quand ça récidive généralement, on peut préconiser en ce moment-là une radiofréquence du ganglion stellaire. Voilà. Alors, je rajoute juste, je complète ce que tu as dit. Je suis entièrement d'accord. C'est par rapport, on a parlé tout à l'heure de capsule tétraxile. Il faut savoir que quand on parle d'algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe, en général, dans la phase RAID, vous avez ce qu'on appelle une capsule tétraxile secondaire. Donc, ça rejoint un petit peu, quand on parle de capsule tétraxile, ça rejoint un petit peu le même diagnostic que vous pouvez proposer. Il y a les phases, bien sûr, que vous connaissez de capsule tétraxile. Et là, à ce moment-là, on parle de syndrome épaule-main. En général, il y a de la capsulite, il y a aussi syndrome douloureux régional complexe avec les composantes, notamment végétatives, composantes vasculaires, mais aussi, il y a plusieurs composantes. En fonction de chaque composante, vous pouvez proposer un traitement adéquat. Et bien sûr, en réponse à la question, le bloc stellaire, il reste quand même un traitement qui est très, très, très intéressant dans ce cas. Une autre question. Quelles sont les techniques utilisées pour la névralgie du trijumeau pour les migraines? Alors, franchement, bon, on ne peut pas parler de migraine. On parle maintenant plus je dirais, de céphalée et migraine représente, je dirais, une partie infime. Il faut bien faire la part des choses de diagnostic parce que souvent, on peut prendre une douleur d'origine rachidienne cervicale pour une migraine et
Et là, c'est d'où l'intérêt de faire un bon examen clinique pour faire la part des choses entre douleur, je dirais migraine vraie, et d'autres types de céphalées, notamment les douleurs d'origine rachidienne ou on parle même de névralgie occipitale, névralgie d'Arnold, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer dans ce cas, pour les migraines par exemple? On peut proposer la toxine botulique. Bien sûr, il y a des indications. On ne va pas aller le proposer dès le départ. Il y a des indications très précises. Pareil pour la mésothérapie. On peut proposer des séances de méso, mais il y en a aussi qui proposent des blocs nerveux périphériques au niveau du scalp. Mais il y a aussi encore des études qui ont montré une efficacité par rapport à la toxine botulique en périnerveux, bien sûr avec un guidage échographique. Donc, le plus difficile, c'est l'indication, par contre, parce que l'indication, c'est des indications très précises. Il faut avoir des critères éligibles pour bénéficier de telle ou telle technique. Et je maintiens que dans le cadre des headaches ou les céphalées, je dirais, c'est une science qui est vraiment à part, parce que souvent, on met tout dans le cadre migraine ou céphalée, et souvent, si vous allez chercher l'origine de la douleur, vous allez trouver que vous pouvez avoir des lésions nerveuses, vous pouvez avoir des ondes musculaires. Parfois, on pourrait avoir juste un problème articulaire au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Bon, il y a plein de, je dirais, le plus important, c'est de faire le diagnostic. Si vous faites un bon diagnostic à ce moment-là, et vous êtes éligible, à ce moment-là, vous pouvez proposer un traitement adéquat. Parfait. Une autre question. Que préconisez-vous comme traitement pour une sciatalgie ou chiralgie suite à un tassement vertébral ostéoporotique si j'ai un sujet âgé? Ce traitement anticoagulant à long terme qui représente une limite à un traitement interventionnel. Qui représente une limite. Alors, la limite, c'est l'anticoagulation. C'est ça. La limite de l'anticoagulation peut être l'âge pour la chirurgie, peut-être. La limite pour la chirurgie ou le traitement interventionnel? Alors, c'est ça la question. Parce que pour le traitement interventionnel, je dirais maintenant, l'anticoagulation n'est pas une limite au traitement interventionnel. On parle vraiment de les derniers articles, l'anticoagulation n'est pas une limite. Bien sûr, il faut être vraiment minutieux, il faut faire très attention. Alors, par rapport, qu'est-ce qu'on peut préconiser par rapport au tassement vertébral? Il y a aussi les techniques de vertébroplastie, de kyphoplastie, qu'on peut préconiser. Et bien sûr, c'est au cas par cas. Et il faut faire, quand on a parlé de radiofréquence tout à l'heure, vous faites des blocs, je dirais, diagnostiques déjà. Et vous pouvez aussi, je dirais dans ce cas, si pour les patients ostéoporotiques, proposer quand même les techniques de vertébroplastie, kyphoplastie. Sinon, toutes les techniques interventionnelles sont de mise par rapport à ces patients, et l'anticoagulation n'est plus une contre-indication de l'utilisation de ces techniques. Voilà. Donc, j'ajoute aussi que l'âge, les comorbidités, le refus du patient à une intervention chirurgicale, l'efficacité des traitements médicaux systémiques bien conduits sont toutes des indications pour les thérapies interventionnelles. C'est même une indication. Voilà. Donc, question. Est-ce qu'il y a une formation diplômante de ces infiltrations musculo-squelettiques pour les médecins du sport? On peut proposer ça, oui. S'il y a besoin, on peut proposer des formations diplômantes, bien sûr. Mais c'est un apprentissage qui est, je dirais, passionnant. Et j'invite tous les collègues à s'y mettre, parce que peut-être c'est dans un cadre universitaire. Inch'Allah. Une autre question. Les techniques interventionnelles, est-ce qu'elles peuvent être pratiquées au cabinet? Alors, ça dépend des techniques. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. Alors là, il y a tout un débat. Il y en a qui utilisent des techniques interventionnelles
dans leur cabinet. Il y en a plein. Mais c'est quoi la limite? Alors, la limite dépend de ce que vous avez dans le cabinet et avec qui vous travaillez. Bien sûr, il y a des techniques qui requièrent quand même du bloc opératoire. Il y a d'autres techniques où vous devez avoir un réanimateur à côté, mon docteur Boutiverge, qui doit être vraiment à côté de vous. Parce que vous pouvez avoir plein de problèmes, vous pouvez vraiment avoir plein de complications, plein de problèmes. Et toujours, avant de faire une technique, notamment, parfois juste une technique simple, parfois l'utilisation juste d'un bloc nerveux, vous pouvez avoir beaucoup de soucis. Et l'idéal, c'est que vous devez avoir quand même un réanimateur à côté, qui est à côté de vous, au moins dans la clinique, au moins, je dirais. Mais vous pouvez quand même, je dirais, il y a des techniques simples que vous pouvez utiliser. Bien sûr, les infiltrations, par exemple, bon, là, vous pouvez le faire au cabinet. Mais il y a des techniques, moi, je pense les techniques rachidiennes. Là, c'est un peu plus difficile, peut-être, pour les faire au cabinet. Vous pouvez ne pas avoir de problème. Mais le jour où il y aura de problème, il faut être préparé. Et surtout, il faut avoir peut-être, il faut se former si vous êtes seul, il faut se former à comment gérer les complications, notamment comment gérer, par exemple, un choc vagal au moins, par exemple. Ça, c'est la plus simple. Mais il y a d'autres complications, il y a plein de complications. Tant mieux, c'est peu fréquent, mais vous pouvez faire les techniques peut-être articulaires, périphériques au niveau du cabinet, des techniques infiltratives. Moi, je préfère les techniques rachidiennes. Peut-être il faut les laisser les faire dans une clinique, c'est mieux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la sécurité du patient. Ça, c'est la première chose qui prime pour nous, c'est la sécurité du patient. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition de fournir tous les moyens de sécurité et de se préparer à n'importe quel événement indésirable. Pas que le choc vagal, ça peut être aussi une éventuelle infection. Parce que introduire un germe dans une articulation, c'est très difficile à traiter. Donc, il faut quand même s'équiper aussi du matériel pour l'asepsie dans les conditions optimales pour éviter de tels problèmes. Voilà. Donc, une autre question, est-ce qu'on peut utiliser les techniques interventionnelles pour prévenir une douleur? Prévenir une douleur. Alors, prévenir une douleur. Alors, quel type de douleur déjà? Alors, il faut préciser la question. Qu'est-ce pour prévenir la douleur ou prévenir la chronicité plutôt? Oui. Et prévenir la douleur, franchement, oui. Moi, je pense, il y a ce qu'on appelle, je pense, les techniques interventionnelles dans la douleur post-opératoire. Ils sont déjà utilisés et connus, pratiqués par nos chers réanimateurs anesthésistes, et ils font ça pour prévenir la douleur post-opératoire. Donc, on peut les utiliser pour prévenir, par exemple, la douleur post-opératoire. Mais pour prévenir une douleur qui n'existe pas, je pense, s'il n'y a pas de contexte, je pense que c'est un peu trop, je dirais, parce que quand même, ça va être traumatisant pour le patient. Mais ça dépend du contexte. Par exemple, dans le contexte post-opératoire, là, vous avez un contexte, bien sûr, vous utilisez vos techniques dans la prévention de la douleur post-opératoire. Ça, c'est très, très faisable, notamment dans la chirurgie prothétique. Il y a des techniques qui sont utilisées pour prévenir un petit peu la douleur post-opératoire. Ça, oui. Mais s'il n'y a pas de contexte, là, à ce moment-là, non. Il ne faut pas les faire. Donc, je pense qu'il y a plus de questions. Bien, je pense qu'on peut conclure. Je pense que c'est une première étape pour Vos messages apparemment. Une première étape pour introduire ce concept d'oncologie interventionnelle
à nos confrères médecins de toute spécialité. C'est des techniques séduisantes qui rendent énormément de service aux patients, qui permettent de c'est-à-dire, soulager les patients, mais aussi les aider à reprendre leur fonction. Parce que la douleur chronique, c'est un fardeau. C'est un fardeau aussi bien sur le patient que sur la société, parce que les patients en douleur chronique, c'est des gens qui perdent leur travail, qui perdent leur euh, statut social, qui souffrent énormément. Et il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et ce travail à faire ne peut être fait que par la collaboration de toutes les spécialités, de tous les confrères, quelle que soit leur spécialité. Il ne faut pas hésiter à discuter les dossiers des patients entre différentes spécialités et de fournir aux patients les meilleurs soins possibles. Maintenant, il faut de la formation, ça c'est très important, beaucoup de formation parce qu'il faut faire quand on fait des gestes, il faut s'attendre à des complications, il faut savoir gérer ces complications, il faut être précis dans les gestes. Pour être précis, généralement, on a besoin de l'échographie et ou de la fluoroscopie. Et là, nos organisateurs de la société Louis-Sonic est là pour nous épauler dans ce sens. Il y aura d'autres formations plus pratiques à venir, Inch'Allah, que ce soit dans l'Académie marocaine de la douleur et des soins palliatifs, que ce soit dans la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, ou bien la Société marocaine de médecine physique, voire les sociétés savantes aussi de traumato-orthopédie, de neurochirurgie, toutes les spécialités impliquant la gestion des patients douloureux. Et on souhaite une collaboration tout le monde. Et je pense qu'on va conclure et on va dire Ramadan. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a tout répondu pour toutes les questions? Si oui. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez poser. Mais s'il n'y a pas, on peut voir peut-être on peut conclure cette webinaire. OK. N'hésitez pas à poser votre question si vous avez ce moment. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, merci. Je vous remercie encore une fois pour votre merveilleuse présentation par professeur Ahmed Emin. Et merci beaucoup pour votre travail et assistance, docteur Mustapha. Donc, aussi, merci beaucoup à tous les amis et tous les spectateurs de toujours rester avec nous pendant toute la webinaire. Donc, pour plus d'informations sur les nouveaux webinaires à venir ou la rediffusion des webinaires précédentes, veuillez suivre les chaînes officielles de ViewSonic sur Facebook, YouTube et LinkedIn. Donc, je vous remercie. À la prochaine fois. Merci. Merci tout le monde. Merci Luc, merci Dr Mustapha et merci tout le monde qui a été présent. Et bon Ramadan, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Bon Ramadan. Bon Ramadan. Donc, oui, bon Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Donc, bonne journée à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.